Bonjour, on va démarrer pour l'explication de comment faire un papier pour une conférence. Et bien entendu que on peut étendre les résultats du papier de conférence vers un journal, mais ça dépend de l'approfondi de la recherche. Donc, on va d'abord jeter un coup d'œil sur je vous invite à voir justement les QR sur lesquels vous pourrez prendre les détails. Je vous laisse une minute pour y prendre les QR. Et là-bas, vous pourrez aussi connaître les détails de cette conférence. Et voilà. Donc, on va démarrer pour la petite explication de comment écrire le papier de conférence. Donc, la partie la plus importante de départ, c'est les titres. Comment on peut mettre une explication qui soit claire, soit si descriptive. Il faut éviter de mettre des acronymes. On peut savoir le nom de ton labo dans les titres. Donc, on va éviter aussi de mettre des notions mathématiques, des symboles. Donc, l'idée, c'est que les titres puissent aider pour connaître la contribution de ton recherche et aussi connaître les focus du papier. Donc, après, il faut faire attention au nom des auteurs, de mettre la liste de tous ceux qui ont participé dans ta recherche. Il faut mettre de préférence l'email officieux de ton université ou ton labo de recherche aussi. Et si tu considères qu'il faut mettre l'ordre correspondant à la priorité de participation du papier, et ça va être éloigné comme ça. Sinon, il faut mettre un pied de page pour montrer et expliquer que c'est l'équivalence de l'apportation. Après, il faut mettre l'abstract. C'est quelque chose qu'on ne lit pas dès le départ, mais et c'est comme ça qu'on va les trouver justement dans les papiers. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre ce qu'on dit le purpose, les propos de papier, d'y mettre la méthodologie, le résultat et aussi les conclusions. Ici, on ne met pas des références, on ne met pas des figures, on ne met pas non plus des équations. Donc, plutôt, l'idée, c'est de permettre aux ceux qui lisent ton papier de bien comprendre rapidement quelle est l'apportation de ton papier, la contribution, et aussi qu'est-ce qu'on peut trouver là-dessus. Après, on recommande toujours de mettre de mots ou des paroles qui soient clés pour bien comprendre comment on peut placer les papiers dans tous les domaines de la conférence. Aussi, c'est utile pour le évaluateur. Ça nous permet de connaître plus ou moins si on a besoin de support de l'évaluation ou à la rigueur, on va aligner, on va grouper tous les papiers qui soient plus ou moins coïncidents dans les domaines, de telle façon qu'ils puissent être groupés au jour de la conférence. Donc ça aide beaucoup justement d'avoir les mots clés. Dans la partie de l'introduction, on peut écouter, on peut lire sur le contexte, aussi la motivation du travail. On a besoin pour toi de bien faire une description du problème, aussi la relevance du problème. On peut connaître aussi un résumé des contributions et aussi, si tu peux montrer à la fin, justifier la structure du papier. Donc, la motivation de travail, la description d'un problème, ça doit être aligné dans les summaries les résumés des contributions. Donc, ça peut aider justement à justifier la structure de travail. Après, on a l'état de l'art. L'état de l'art, c'est justement la place auquel on va trouver comment
tu as décidé d'entreprendre le travail, de trouver un espace sur l'état de l'art et ses limitations. Donc, comme ça, tu pourras expliquer dans la littérature où se place ton travail. Donc, ça va permettre aussi de justifier la nouveauté de ton travail, de ton approche, comment tu as procédé justement à les faire marcher, si tu as supporté ton hypothèse sur le travail existant, quels sont les limitants que tu as trouvés là-dessus, et comme ça, comment tu as décidé de poursuivre ta recherche. Après, sa recherche, justement, ça doit être décrit comme une méthodologie auquel tu vas expliquer au détail la méthode que tu as utilisée. Ici, justement, c'est l'endroit précis pour y mettre des modèles. Si tu as pas proposé quelque chose, une architecture nouvelle, les algorithmes et aussi tout le framework théorie dans lequel où se cadre ta recherche. Et il faut que tu montres aussi des diagrammes, des équations qui puissent justement être utiles pour permettre aux ceux qui vont lire ton papier, de le faire reproduisible. Ça veut dire, on a besoin que ton papier soit valide au fur et à mesure qu'on peut reproduire tes résultats. C'est ça qu'on cherche quand on lit un papier, soit que tu vas mettre un GitHub auquel on pourra trouver ton code, mais aussi on a besoin de bien comprendre la méthodologie de telle façon qu'on peut reproduire les résultats. Donc, une fois que tu as décrit la méthodologie, que tu as les résultats, il faut que tu montres comment tu as trouvé tes résultats, quelles sont les données de base, et quelles sont les caractéristiques de données, si tu as des résultats qualitatifs ou quantitatifs. Donc, il faut supporter les résultats avec des tables, soit avec de barres d'erreurs qui aura montré les performances de ta recherche. Et à la fin, la discussion. Donc, il faut que tu expliques une petite interprétation des résultats, que tu peux montrer la comparaison de l'état par rapport à l'état de l'art que vient de soumettre sur Marie. Donc, aussi que tu peux montrer les limitations et aussi la puissance de ton approche. Et aussi, ça dépend de la conférence. On peut mettre plus ou moins de détails là-dessus, mais ça aide beaucoup à connaître justement comment le faire. La conclusion, le travail futur, il faut que tu mettes à la fin un récap des contributions majeures, que tu puisses souligner les implications et les applications possibles, et aussi, et c'est très important pour te permettre de participer aux communautés, justement, de mettre de futures recherches que tu trouves que soient intéressantes, et aussi les questions qui restent ouvertes. Donc ça, c'est très utile à savoir comment on peut le faire, comment on peut continuer la recherche à partir de tes résultats. Ça, c'est comment écrire le papier. Mais il y a aussi des choses qui sont très importantes par rapport à comment on lise un papier. Donc, on va trouver les références. Quand on va lire un papier, normalement, on saute, on laisse pour la fin l'abstract du papier. Normalement, on commence à chercher la question la plus importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les papiers? Pourquoi ces papiers sont importants? Comment notre résultat, ça aide à comprendre l'état de l'art? Et aussi connaître, identifier si notre papier, ça appartient justement au problème réel, ou c'est plutôt en conséquence de l'inertie de la recherche. Si on est capable de réduire les papiers dans 5 petites questions, ça aide beaucoup à comprendre le contexte de la recherche. Il faut savoir et pouvoir identifier quels sont les problèmes lesquels les auteurs ils sont en train de répondre, quelle est la relation avec l'hypothèse, et aussi c'est important de pouvoir identifier quelles sont les questions qui sont abordées dans les papiers. Normalement, on n'est pas vraiment forcé à émettre la partie descriptive de l'hypothèse. De temps en temps, on peut permettre aux gens de valider l'hypothèse avec les résultats expérimentaux. Donc, ça aide aussi à identifier l'approche, non?
et qu'elles sont en train de faire justement les auteurs, quelles sont les techniques, quelles sont les données qu'on utilise, et aussi comment ta recherche il est vraiment structurée. Donc après, c'est vraiment important de pouvoir extraire tous les pas que tu vas suivre dans la méthodologie. Et de temps en temps, il faut mettre des détails, mais aussi c'est utile de savoir quelles sont les limitations de problème. Il faut montrer aussi un résumé de chaque figure, de pouvoir décrire les résultats. Donc, si on a besoin de mettre des annexes dans la méthodologie, c'est utile. Il faut permettre aussi de reconnaître des mots-clés qui puissent être partie de la guide de résultats qu'on va y mettre. Il y a aussi certaines références techniques comme le niveau de maturité de la technologie. On a les références générales de la NASA, c'était l'original qui était proposé. Ici, je mets un petit détail sur tous les composants, les composants qu'on peut reconnaître dans la robotique. Donc, ça te recommande beaucoup de jeter un coup d'œil là-dessus. Et la poursuivre de TRL1. Basiquement, le niveau 1, c'est comment la science basique peut supporter les principes de base observés dans l'approche. Le niveau 2, c'est plutôt l'application des principes de base, donc auquel on va trouver les applications pratiques et on va les identifier. Le niveau 3 de TRL, c'est justement la partie auquel le développement de technologie, ça commence. On a passé la partie théorique, la partie validation, et on essaie de trouver des preuves, des concepts pour des fonctions clés. Et le TRL 4, on essaie d'avoir la validation laboratoire. On commence à intégrer des composants clés là-dessus sur le système. Le niveau 5, on passe pour la validation dans des environnements pertinents qui est simulé. C'est là où se trouve le digital twins, les jumeaux digitaux, auxquels on peut valider la partie de simulation avec la partie pratique. Le niveau 6, c'est auquel les prototypes, on va démontrer dans des conditions opérationnelles pertinentes. Le niveau 7, c'est auquel ces prototypes, il est testé dans un environnement qui est réel, dans des parties pratiques réelles. Le niveau 8, c'est auquel on va prouver la technologie dans sa forme finale. Et le niveau 9, c'est auquel on a les produits qui est déjà utilisé avec succès. Donc, la version numéro 2 de notre projet, c'est après qu'on avait validé dans le marché les résultats de produits. Donc, voilà. Et ça, c'est le critère général. À la fin, je vous propose une série de questions qui puissent aider beaucoup justement pour commencer à écrire des petits détails qui soient convenants pour ta recherche. Donc, ces petites questions, ça puisse aider justement pour trouver des critères qui puissent aider à l'évaluation de méthode. Donc, on peut savoir si ce qu'on propose, s'agit-il de nouvelles méthodes, dans quelle mesure. Donc, il faut expliquer justement ces parties. Or, on doit être capable de savoir si la méthodologie qu'on propose, les résultats, prend-elle en compte de nouvelles situations, si elle produit des sorties beaucoup plus riches d'informations, si est-elle plus efficace dans la mesure qu'on peut savoir combien de mémoire il est utilisé, le temps de calcul, le temps d'implémentation. Est-ce que ça, c'est le point de départ pour de nouveaux développements? Il faut savoir s'il existe-t-il une métrique pour évaluer la performance de la nouvelle méthode, si dépend-elle d'autres méthodes ou techniques, si nécessite-t-elle un pré-traitement automatisé au manuel des données d'entrée, si il requiert l'accès à base de données ou des fonctions externes, si est-elle en ligne ou hors ligne pour être efficace, si elle porte, quelle est la portée de la méthode, si elle peut étendre des capacités,
si cible-t-elle directement le problème, une partie du problème, ou éventuellement une classe de tâches, si peut-elle être utilisée pour des autres problèmes, si les informations que ça produit peuvent-elles être utilisées pour des autres méthodes, qu'est-ce qui se passe quand ils ne donnent pas une bonne solution? Il fait rien. Ça aide à améliorer une autre solution. Si on va évaluer la méthode, on doit savoir expliquer si la méthode elle est bien comprise, si on peut expliquer justement pourquoi ça sert à résoudre le problème, pourquoi fonctionne-t-elle, dans quelles circonstances ne fonctionne-t-elle pas, quelle est l'origine de ces limitations, les choix de conception sont-ils bien justifiés, quelle est la relation entre le problème et la méthode, pourquoi fonctionne-t-elle pour cette tâche ou deux autres tâches? Si la méthode elle est démonstrative, si peut-on évaluer ce comportement, si la méthode elle est transparente. Rappelle-toi que l'idée c'est justement de, au fur et à mesure qu'on peut répondre à ces questions, on a les textes auxquels on peut justifier justement et supporter les papiers. Des questions si, par exemple, peut-on évaluer son fonctionnement interne, pourquoi il fonctionne, quels sont les critères de solution des exemples, combien de cas ou de classes peuvent être exécutés, quel est le meilleur cas, pourquoi, si les méthodes il est bien implémentées dans les programmes utilisés, si est-il facile de déterminer les limites du programme, pendant la phase d'implémentation, la conception ou la compréhension de la méthode a-t-elle changé, si les performances obtenues peuvent être prédites, combien d'exemples peuvent être exécutés, s'ils sont de différentes natures, si on peut illustrer avec des exemples des capacités du système, s'il illustre les limitations, si on peut généraliser à partir de certains exemples, quels sont les critères pour la performance soit jugée acceptable, qui les définit, si les programmes peuvent être appliqués dans des autres domaines, si les programmes peuvent être évalués par partie, si peut-on déterminer les performances de certaines parties et modifiant des autres, si la performance du programme était différente de celle prévue par la méthode, quelle est l'efficacité du problème et du programme? Avez-vous pris quelque chose lors de l'élaboration du programme? Qu'est-ce qu'on a pris pendant l'exécution du programme? Quelle est la facilité d'utilisation pour les utilisateurs? Pouvez-vous définir les limites du programme? Est-il clair pourquoi il fonctionne ou il ne fonctionne pas? Quel est l'impact des légers changements dans le programme? Comment le système réagit-il si les entrées sont réorganisées, routées ou incomplètes? Peut-on généraliser le programme et la méthode? Donc, je vous répète, on a vu trois parties, comment écrire le papier, comment lire le papier, utiliser des références littéraires et aussi pour une liste de questions qui puissent être utiles au fur et à mesure qu'on est confronté dans la page en blanc. Donc, comme ça, on peut démarrer l'écriture de papier. Bon, je vous souhaite une bonne chance. Je suis à votre disposition. Voilà mon email à votre service. Bonne chance.